Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode Medical où l'on va continuer à aborder la série Mon œuvre est pour le roi. Alors aujourd'hui, on va parler du métier d'ergothérapeute et du coup, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Vanessa et je suis ergothérapeute. Ok. Est-ce que tu peux nous définir ton métier ? Alors l'ergothérapie, c'est un métier paramédical. Donc on accompagne des personnes qui sont en situation de handicap à devenir autonomes et indépendants par la rééducation et la réadaptation de leur environnement. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tes études ? J'ai fait un bac S et 2S, sanitaire et social. Après ce bac-là, j'ai fait une prépa parce que avant, pour accéder à ces études-là, il fallait passer un concours. Donc j'ai fait une prépa pendant à peu près 7 mois. Ensuite, je suis rentrée en IFE, donc en Institut de formation en ergothérapie pendant 3 ans. Mais j'ai redoublé une année, donc du coup, j'ai fait 4 ans. Et après, j'ai eu mon diplôme par grade du Seigneur. Ok, tu as redoublé. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que c'est vrai que cette série Mon œuvre est pour le roi, ça permet de présenter des métiers. Mais c'est bien aussi pour les personnes qui vont écouter, les jeunes ou même les plus âgés qui souhaitent se réorienter ou faire un métier comme le tien. Donc, c'est important aussi d'avoir un peu des témoignages ou des retours d'expérience sur tes études. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as redoublé. Donc, l'ergothérapie, c'est un métier peu connu. Et en vrai, quand je me suis lancée, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et en fait, j'ai sous-estimé ces études-là. C'était vraiment intense. Il y avait énormément de choses à maîtriser. Et en plus, l'école était très loin de chez moi. Je mettais 3 heures aller-retour et j'étais vraiment épuisée. Des fois, je dormais même en cours. On rentrait tard. Et le fait qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre et la distance, j'ai un peu coulé et donc j'ai redoublé. Ok, d'accord. Et tu as toujours su que tu voulais faire ce métier ou tu l'as découvert avec le temps ? Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu travailler dans le médical, donc soit sage-femme et après kinésithérapeute, mais les études étaient un peu trop compliquées, donc j'ai fait un test d'orientation d'affinité et ce qui est tombé, c'était ergothérapeute. Donc j'ai dit, allez go, et donc j'ai fait ça. Donc c'est juste en faisant un test comme ça que tu t'es lancée dans ces études-là. Exactement. Ok. Et ça fait combien de temps que tu exerces du coup ? Depuis octobre 2023. Ok, donc ça fait 2 ans à peu près. C'est ça. Bientôt 2 ans. Ouais, c'est ça. Et ça va, tu aimes bien ? J'aime beaucoup ce que je fais, j'en apprends énormément et c'est vraiment une grâce de faire ce métier. C'est pas facile tous les jours parce que, je vous ai pas dit, mais du coup, je travaille avec les enfants qui ont entre 0 et 20 ans et qui sont atteints d'handicap moteur. Donc des enfants qui ont fait des AVC à la naissance, tout type de pathologie neurologique, donc tout ce qui est spina bifida, atrophie spinale. Donc c'est des handicaps qui sont assez lourds et assez durs pour les enfants. J'ai même eu une jeune qui a 12 ans. On était en séance de rééducation et elle m'a dit, Vanessa, franchement, j'en ai marre de cet AVC, j'aurais jamais voulu en faire un et je vais jamais l'accepter. Et ça m'a tellement touchée. Donc de voir ces jeunes-là atteints de handicap, c'est très touchant. Mais j'aime beaucoup ce que je fais parce qu'on les accompagne, on apprend ensemble, on rigole ensemble, on partage des très bons moments. Donc voilà. Ok, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais du coup, tu travailles où exactement ? Dans un centre ? Est-ce que c'est un hôpital ? Tu travailles où ? Tu exerces où ? Et où est-ce que tu peux exercer, pardon ? D'accord. Du coup, je travaille dans un CESAD, donc c'est un service d'éducation de soins spécialisés à domicile. Ok. On peut exercer partout. On peut exercer en hôpital, comme en EHPAD, comme en centre de rééducation, aussi en prison, aussi à la MDPH, donc la maison départementale des personnes en situation de handicap. Oui. Donc aussi en psychiatrie. Donc on a vraiment un large... Oui, tu peux travailler partout. C'est ça, exactement. Ok. Et après tes études, du coup, tu as réussi à trouver un poste rapidement, tu as décroché ton... Oui, hyper rapidement. J'ai commencé à postuler à la fin de mon dernier stage et j'ai enchaîné. J'avais 5 entretiens en même pas une semaine. Waouh. J'ai fait 3 entretiens. J'en ai été... Et celui-là où je travaille, ça a été mon coup de cœur. Okay. Et donc, j'ai annulé les 2 autres que j'avais et donc j'ai choisi le CESAD. Ok, c'est une bonne chose. Je pense que de toute façon, dans le médical, on n'a pas trop de mal à trouver un poste, même après les études. Oui, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était ton premier jour, du coup,
quand tu es sorti des études, que tu as trouvé ton emploi, comment c'était ton premier jour? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as appréhendé? Parce que c'est vrai, enfin, est-ce que tu as appréhendé? Parce que c'est vrai que bon, tu as fait des stages, donc tu as eu à manipuler, à pratiquer, à faire simplement ton métier. Mais là, c'est la réalité. Là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Voilà, c'est la réalité. Comment ça s'est passé? J'avais plusieurs sentiments. Déjà, le sentiment de délivrance. Franchement, les études, elles étaient longues, ça a été compliqué. Entre-temps, j'ai été aussi beaucoup éprouvée. Mon papa est tombé gravement malade et il a subi une amputation et gérer études, les épreuves, c'était pas évident. Je me dis enfin Seigneur, tu es fidèle, je suis enfin diplômée. Donc j'avais vraiment ce sentiment-là de délivrance et aussi un peu de stress que je me dis là, les études c'est terminé. Je suis maintenant Vanessa, ergothérapeute. C'est moi qu'on va solliciter, c'est moi qui va faire les comptes rendus, c'est moi qui va faire les bilans. Je me suis dit waouh, waouh, waouh. Mais par grâce du Seigneur, je suis tombée sur une très bonne équipe qui m'a très bien accompagnée. Donc aujourd'hui, franchement, c'est pas facile parce que voilà, on voit plein de choses. Il y a beaucoup de situations, mais voilà, le Seigneur fait grâce, donc ça va. Donc, tu n'as pas eu peur de mal faire, tu n'as pas eu des inquiétudes? Ah si, quand même, j'en ai même aujourd'hui. Ouais, j'ai encore des inquiétudes, même aujourd'hui, parce que c'est quand même c'est la vie d'autrui. Il y a aussi les parents qui me posent des questions, aussi les médecins qui me posent des questions. Donc, j'ai toujours des inquiétudes. Je me dis, est-ce que je fais vraiment bien? Mais le Seigneur me rassure toujours. Il y a toujours des parents ou mes supérieurs qui me disent, Vanessa, vous faites un très bon travail, merci pour tout ce que vous faites. Donc, c'est rassurant. Ah bah, gloire au Seigneur. Ouais, c'est ça. Au quotidien, comment tu fais pour inclure ta foi? Comment ça t'aide en tant qu'ergothérapeute? Donc, ma foi, déjà, elle m'aide à espérer, en fait. À espérer aussi pour mes patients. Ils sont tout petits, ils ont beaucoup de colère en eux. Les parents ont, on va dire, un peu d'espérance. Et en fait, ma foi, elle me fait espérer, elle me fait voir loin pour les enfants. Là où les médecins, mes collègues me disent que pour lui, il aura un avenir limité. Moi, j'ai foi que le Seigneur peut faire quelque chose. Donc, en fait, vraiment, ma foi, elle me booste. C'est un appui. Elle me permet vraiment d'espérer pour ces jeunes-là. Ok. Comment, en fait, tu arrives à garder une certaine distance? Parce que tu m'as quand même parlé de... Tu es dans un centre où il y a des handicapés avec des retards moteurs et la plupart sont des enfants. Et je sais que ça peut être très difficile d'être face à ce type de situation. Comment est-ce que tu arrives à garder une distance quand tu rentres à la maison, de ne pas t'effondrer ou voilà? Franchement, je prie. Hein. C'est vrai qu'il y a des collègues, on va dire, qui sont un peu tourmentés ou pour eux, les situations peuvent être difficiles, mais la parole dit de déposer les fardeaux au pied du Seigneur. Donc vraiment, quand je rentre, en fait, quand je rentre, c'est comme si j'enlève cette casquette, ce manteau-là, je dépose et puis je passe à autre chose parce que c'est vraiment des situations qui peuvent nous affecter, même dans la vie de tous les jours, et c'est important d'avoir un recul parce que si tu n'as pas ce recul-là, ça peut toi-même, en fait, t'affecter et un peu t'éteindre, en fait. Donc, voilà. Et donc là, ça fait 2 ans que tu exerces. Donc, est-ce que tu peux me dire s'il y a des cas qui t'ont marqué, qui t'ont bouleversé? Donc oui, il y a 2 cas qui m'ont marqué avec des enfants qui ont la même pathologie, donc la myopathie de Duchenne. Donc c'est une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. Et donc le premier cas, c'est donc du coup 2 frères. Et donc ce sont 2 frères qui sont atteints de cette pathologie. Et lorsque cette pathologie-là a été diagnostiquée, le conjoint, en fait, le papa est parti. Et donc, en fait, là, c'est la mère qui s'occupe seule de ses 2 enfants. Et c'est une famille qui me touche énormément. Et donc, moi, je suis le plus grand frère qui a aujourd'hui 10 ans et qui est en CM1, si je ne me trompe pas. Et il a perdu la marche cette année. Donc, j'ai mis en place un fauteuil roulant électrique
Pour lui, c'était vraiment une année difficile parce que, en plus, moi, je l'ai vu en fait se dégrader au début. Quand je suis arrivée, il marchait au fur et à mesure. La marche était difficile, il faisait que tomber. Et la maîtresse, elle me demandait, bah, Vanessa, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Donc, du coup, moi, je vais en classe pour voir un peu comment ça se passe, comment il se débrouille. Et je lui ai demandé, c'est quoi pour toi le plus dur à l'école? Pour moi, je pensais qu'il allait me répondre par rapport au scolaire. Il m'a dit, bah, c'est la marche. Et en fait, ça m'a vraiment touchée. Et je vois comment cette mère se bat, comment elle a des rendez-vous. Tous les mercredis, ils ont des rendez-vous à l'hôpital. Les enfants, ils ont kiné, ils ont psychomote, ils ont ergo, ils sont hyper chargés, mais en fait, cette mère-là, elle se bat toute seule. Et il y a quelques temps, on a fait une réunion à l'école pour voir comment ça se passe. Et cette mère-là, en fait, c'est la première fois que je l'ai vue pleurer. Et elle disait... Waouh. Parce qu'en fait, on parlait de l'école, de ses difficultés, parce qu'il est aussi atteint de troubles de l'attention. Et en fait, la mère disait, en fait, moi, franchement, de l'école, je m'en fiche. Le plus important pour moi, c'est que mon fils soit épanoui, parce que comme vous le savez, d'ici 20 ans, en fait, mon fils mourra, et en fait, mes fils mourront, et en fait, elle s'est mise à pleurer. Et Waouh. ça m'a tellement touchée. Et on était au moins une dizaine à la réunion, et j'ai levé mes yeux au ciel, j'étais comme ça, je me suis retenue de pas verser de larmes, en fait. Et c'est toujours des histoires aussi touchantes et marquantes comme ça. Le deuxième cas, c'est un enfant aussi qui atteint la même pathologie, empathie de Duchenne. Et, euh, euh, et donc cet enfant-là a été diagnostiqué à 3 mois et il a dû recevoir un vaccin pour arrêter cette dégradation de la pathologie. Donc c'est un vaccin qui coûte 1 million d'euros, c'est la thérapie génique. Et je me dis, mais Seigneur, parce qu'on est en France, parce que ça c'était en Afrique, l'enfant, bah, il serait mort, tu vois. Et donc l'enfant a eu ce vaccin-là et aujourd'hui, il vit. C'est vrai qu'il est lourdement handicapé, mais de le voir toujours aussi souriant, on est quand même à communiquer ensemble. Bah, je me dis que voilà quoi, c'est pas facile pour les parents au quotidien d'avoir des enfants en situation de handicap et vraiment c'est des situations qui me touchent. D'accord. J'ai une petite question par rapport à ce vaccin de 1 million d'euros. Il est remboursé par la sécurité sociale? Oui, entièrement. Ok. Et en fait, quand on fait ce vaccin, ça ralentit la maladie. Exactement. Ça ne l'améliore pas On le forcément guérit. puisqu'il Ouais. est lourdement C'est handicapé ça. aujourd'hui. On ne guérit jamais en fait. Si je me trompe pas, c'est parce qu'en fait ça atteint les gènes et en fait le fait d'administrer ce vaccin-là, en fait, ça stoppe euh, on dirait la prolifération en fait. Ok, la Et propagation. donc et donc tout ce qui a déjà été dégradé, ça reste dégradé, mais tout ce Ok. qui devait être dégradé, ben, en fait, c'est Ça se stoppé. stoppait. Ok, d'accord. Et donc, pour entrer un peu plus dans le détail de ton métier, est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée classique pour toi? Euh, on peut prendre un cas, comme tu as parlé de cas concrets. Qu'est-ce que tu fais avec ces personnes-là pour améliorer du coup leur quotidien? D'accord. Pour entrer plus dans les détails, donc en fait, en début d'année scolaire, j'ai tous mes patients et ensuite j'organise mon emploi du temps, je me rends dans les écoles parce qu'en fait, il faut savoir que j'interviens sur leur lieu de vie, donc soit à l'école, soit à la maison. Donc je D'accord. m'organise avec soit leur instit, soit à la maison pour voir comment je vais m'organiser. Donc voilà, donc dans ma semaine, je peux voir, on va dire peut-être 10 enfants. Et donc moi, je travaille toujours sous prescription médicale. Donc par exemple, le médecin me dit on va travailler la rééducation du membre supérieur, travail de l'écriture, travail au niveau des fonctions cognitives. En fait, ça dépend de ce que l'enfant a besoin de travailler. Donc, par exemple, avec le deuxième cas que j'ai expliqué, donc comme c'est un enfant qui est lourdement handicapé, qui ne peut pas écrire, j'ai mis en place l'ordinateur. Il va rentrer en CP l'année prochaine, donc je lui apprends l'ordinateur. Donc voilà, je lui apprends l'ordinateur. On travaille aussi tout ce qui est niveau motricité fine, parce que au niveau de... en fait, il n'a pas de force en fait, au niveau de ses mains, de ses bras. En fait, il ne peut rien faire. Donc le fait que moi je le vois, en fait, je lui apprends des petites techniques pour qu'il puisse réussir à faire des choses tout seul. Et voilà, donc je travaille aussi l'aspect, donc la rééducation et aussi la réadaptation. Donc c'est une famille qui
va déménager. Donc là, il y a quelques temps, je suis partie dans une nouvelle maison pour faire des préconisations au niveau de la douche, la salle de bain, pour que ce soit adapté pour cet enfant-là. Et donc, quand je fais ces préconisations-là, donc après, c'est envoyé à la MDPH pour que ça puisse être financé, en fait, pour la famille. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que quand tu vas dans une maison comme ça pour réadapter un peu l'environnement d'un enfant, d'un adulte en situation de handicap, est-ce que les travaux sont financés au final ? Oui, du coup, c'est financé, oui. À 100% ? Ou il y a des cas... En général, à 100%, après, ça dépend de ce qu'on va demander. Ok. Donc, par exemple, pour les travaux dans la douche, ils vont être financés, mais par exemple, dans la cuisine, pour qu'il y ait des meubles adaptés, par exemple, là, comme il est encore assez jeune, je pense qu'ils vont refuser. Mais quand il sera plus grand... ok. Donc, quand il sera plus grand, la demande pourra être réitérée et ça pourrait être mis en place, du coup, par la MDPH. Ok, d'accord. Et dis donc, franchement, c'est hyper intéressant tout ce que tu peux faire au quotidien avec... du coup, toi, c'est des enfants. Vraiment, moi, ça me touche parce que on se rend pas compte de comment ça peut être difficile pour certaines personnes juste de pouvoir se lever de sa chaise ou de pouvoir tenir un crayon, pouvoir écrire. C'est une grâce, en fait. Ça demande tellement d'efforts. En fait, c'est une commande motrice, en fait, que certains enfants n'ont pas. Parce que du coup, en tout cas pour les enfants que moi j'accompagne, lorsqu'ils ont fait l'AVC, certains neurones ont été, comment dire le mot, pas éteints, mais voilà. En tout cas, il y a eu un impact. Exactement. Certains neurones ne fonctionnent plus et en fait, avoir cette commande-là, juste ouvrir leurs mains, mais c'est hyper difficile. C'est waouh. Et il y a des enfants, j'ai beaucoup d'enfants qui reçoivent de la toxine botulique. Donc tu vois, ce qu'on injecte pour les rides. Ok. Et en fait, on injecte ça dans le muscle et ça permet en fait au muscle que le muscle puisse s'ouvrir. Okay. Donc, des enfants qui reçoivent la toxine et quand ils reçoivent ça, en fait, ils ont la rééducation intensive pendant un certain temps pour stimuler au maximum ce muscle-là. Ok. Donc oui, on se rend pas compte, mais c'est vraiment une grâce de même tenir un stylo. Je vous assure, c'est vraiment une grâce. On se rend pas compte des petites choses que nous on fait au quotidien, mais pour d'autres, c'est vraiment des exploits en fait. Non, c'est vraiment, ça me touche beaucoup et c'est vrai que c'est un métier que je ne connaissais pas vraiment, donc je suis contente de le découvrir avec toi et je bénis le Seigneur que tu sois aussi une sœur en Machia parce que du coup, c'est beau de savoir qu'on a dans notre famille, dans le Seigneur, on a des personnes qui exercent de si beaux métiers. Et j'ai du coup une dernière question pour toi. Quel est le fruit de l'esprit que tu, on va dire, utilises le plus depuis que tu es dans ce métier ou même déjà dès le début de tes études avec les stages, etc. La maîtrise de soi. Wow. La maîtrise de soi, ouais. C'est pas évident au quotidien et dans tous les aspects en fait. Bon, là par exemple, j'étais en séjour avec les enfants pendant 4 jours. Être avec des enfants H24, ça c'était difficile. Mais en plus de leur handicap, il faut garder le calme, il faut garder aussi de l'écoute. Il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute. Et ouais, c'est vraiment la maîtrise de soi-même dans des situations qui sont très difficiles. J'ai dit au début que j'étais en séance et j'étais plusieurs fois en séance et des enfants se sont mis à pleurer. Moi, c'est des choses ça me fend le cœur. Et de base, on n'a pas le droit de faire des câlins parce qu'il faut garder un peu cette distance thérapeutique. Moi, c'est des enfants, mais je les prends dans mes bras et quand c'est ça, je prie en même temps pour eux, tu vois. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Donc, le fruit de l'esprit que tu travailles le plus, c'est la maîtrise de soi. En tout cas, gloire au Seigneur. Et merci d'avoir pris le temps de nous partager du coup ton témoignage et ton parcours par rapport à ce métier. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Medical. À bientôt.